Hey, j'espère que tu vas bien. Petit point pour résumer les éléments scandaleux sortis il y a 2 jours dans le PLF. Et avec cette vidéo, tu maîtriseras le projet de loi de finances. Et ça va forcément t'impacter négativement toi. You are mine! You are mine! En tant qu'investisseur, peu importe l'enveloppe ou le support que tu utilises. Je te préviens, il y aura un brin de politique dans cette vidéo, donc soyez courtois. On a totalement le droit d'avoir des avis différents, mais argumentés plutôt que d'insulter. Et dans 5 minutes, je te ferai une petite liste de dingueries qui mériterait une série de vidéos avec comme titre les fois où le gouvernement nous prend le plus pour des... Et je parlerai même hors du projet de loi de finances qui est le thème aujourd'hui. En France, il y a globalement 3 discours qui s'opposent. Soit d'un côté nous sommes tous trop taxés peu importe les revenus, soit les riches ne payent rien et les classes moyennes payent tout trop, soit l'impôt est nul et on peut y échapper dans tous les cas, soit les patrons en paient trop. Pour mon avis en tant qu'experte de fiscalité avec des années d'expérience, je dirais que tout est partiellement vrai mais qu'il faut nuancer. Sauf que ce PLF propose de casser la majorité des dispositifs sympas, permettant justement de réduire la facture fiscale pour les entrepreneurs. Avant de donner une opinion, il est factuel que nous sommes dans le top 3 selon les années, avec le plus gros taux de prélèvement global, soit 50% de la richesse produite. En comptant la TVA, la CSG, toutes les taxes et impôts, le gouvernement nous prend déjà autour des 50% et c'est factuel et incontestable. Après oui, plus on gagne, plus il y a des dispositifs, mais c'est la moyenne. Déjà que je trouve ce chiffre haut, mais là ils veulent aller au-delà. Soyons honnêtes, il faut clairement réduire les dépenses de l'État superflues, ainsi qu'augmenter les recettes, mais en Europe et en France, on est des champions pour que l'État enlève des dépenses qui lui auraient ramené prochainement des recettes. Là où les États-Unis ont toujours été bien meilleurs pour relancer la croissance, ainsi que faire des économies pertinentes. En France, on adore se tirer une balle dans le pied et créer un tas de systèmes juridiques absurdes et complexes, et qui en plus de ne pas marcher, nous coûtent, comme dirait l'autre, un pognon de dingue. Nos systèmes, donc la sécu, trop chers, pas efficiente, pas efficace, trop complexe et souvent injuste. Avant de parler de débats extrême droite étrangers, il faudrait déjà un petit peu d'efficience. Il y a là des économies se chiffrant en milliards à faire. Donc même le débat gauche et droite sont caduques. Donc déjà arrêtons les absurdités systémiques dans l'organisation de tout ça. Maintenant trêve d'introduction, place au PLF. Le gouvernement propose de s'attaquer aux 4 piliers les plus utilisés pour les gestionnaires de patrimoine comme moi, pour pouvoir répondre aux demandes des clients, sauf que ces piliers-là ne sont pas utilisés par des millionnaires ou des milliardaires, mais par des personnes un peu au-dessus de la moyenne, avec parfois 3 000 € net mensuels. Attention, je ne dis pas que 3 000 € net mensuels c'est pauvre. Je dis simplement que ce n'est pas cela s'attaquer aux ultra riches. On va rentrer dans les détails, mais pour te les lister grossièrement, avant d'expliquer, le gouvernement s'attaque en numéro 1 à la flat tax en l'augmentant de 10%, en numéro 2 à l'avantage majeur de l'assurance vie, numéro 3 à la CEHR qui était une des rares taxes ne touchant que les riches, qui de mémoire gagnent plus de 250 000 € de revenus imposables et qui change de nom, 4 au pacte d'Utrecht qui est très utilisé pour léguer de petites boîtes à ses enfants tout simplement lorsque l'on a trimé 30 ans, et en 5ème position au 150 0 BTR, qui permet de vendre sa boîte avec peu d'impôts, en gros pour partir à la retraite ou réinvestir, cela dépend. Maintenant, on va citer ces 5 excès du PLF plus en détail. Et juste après, tu auras ma série sur les arnaques du gouvernement cette année, qui nous concernent tous et qui sont hors le PLF. Premièrement, la flat tax va passer au moins d'actuellement 30% à 33 voire 35%, ou même 37%. Ce n'est pas encore voté, mais les 33% sont quasi actés, ce qui fait donc une augmentation de 10%. Là où c'est répugnant, c'est que je connais pas mal de petits patrons qui se paient peu, disons 2 000 € par mois net, avec des dividendes en SAS. De fait, on ne paye donc pas la flat tax qu'avec la bourse, mais aussi avec les dividendes des gérants. Et pour l'instant, tout le monde sera concerné, peu importe le revenu. Donc tous ceux qui font une stratégie de dividende et qui choisissent la flat tax, il faudra y réfléchir. Si le gouvernement veut un minimum de justice fiscale, il faudrait au moins mettre cette majoration de la flat tax avec un revenu minimum, type 40 000 € par part ou par personne. Ce n'est que mon avis, mais ça ne devrait pas toucher tout le monde. Et c'est donc la partie d'hier de 12,8% qui augmenterait, et non les prélèvements sociaux qui eux resteraient à 17,2%.
C'est un détail qu'il reste important de prendre en compte. Le taux d'IR passerait donc à 15,8% pour atteindre les 33% de flat tax. Passons au point numéro 2, l'assurance vie. En fait, c'est une enveloppe pertinente que tu sois jeune ou vieux. Dès que ton contrat a 8 ans, tu auras de gros avantages fiscaux. Déjà, si tu es en couple, tu pourras retirer 9200 € de gains par an, comme s'il venait d'un PEA, c'est-à-dire qu'en payant seulement les prélèvements sociaux, ce qui est beaucoup car j'insiste, c'est du gain. Et si malheureusement tu as une tuile et qu'il y a un décès, c'est 152 000 € par bénéficiaire, sans 1 euro d'impôt. Donc oui, en assurance vie, il y a des frais annuels, mais la flexibilité des avantages et le fait qu'on ait droit aux fractions de certains supports contrairement au PEA, où là on a 0 fraction donc c'est un produit qui coûte cher, c'est compliqué de lisser. L'assurance vie a donc ses atouts. Sauf que justement ils veulent à la fois casser cet abattement de 152 000 € et surtout ils veulent rehausser le taux en cas de décès. Pour faire simple, en cas de décès on donne 10 millions, on n'est pas taxé à plus de 31%. Ça semble élevé, mais ce n'est pas tant que ça comparé aux impôts classiques sur la succession, ou aux droits si la personne est considérée hors famille. Et ils veulent augmenter ce taux de 50% en passant de 31 à 45%. Ce qui est énorme, l'assurance vie était un vrai couteau suisse. Peu importe l'âge, c'était pertinent. Et je ne parle même pas du démembrement de la clause bénéficiaire. Et le gouvernement va la tuer. Payer les frais annuels ne vaudra plus le coup contrairement au PEA si la loi passe. 3. La CEHR change de nom. C'était une taxe exceptionnelle sur les hauts revenus. Elle est donc modifiée et pérennisée. Ce n'est pas grave en soi, mais c'est le changement légal qui me gêne. Il faut un cadre fiscal rigoureux qui ne bouge pas tout le temps. Que ce soit pour les investissements étrangers, pour l'image géopolitique de la France, sincèrement c'est une vraie humiliation. 4e point, le pacte Dutreil. Pour faire simple, si on a moins de 70 ans, on peut transmettre les parts de notre entreprise avec 2 abattements successifs, si les héritiers s'engageaient à conserver les titres sur une certaine durée. Pour faire simple, le premier abattement était de 75%, donc si la boîte coûtait 1 million, on calculait la donation sur 250 000 € après abattement, et si donc on l'avait fait avant 70 ans, les enfants pouvaient encore diviser par 2 s'ils respectaient certaines conditions. On avait donc moins 75% sur la somme, puis sur le restant encore moins 50%. Je t'épargne les conditions car il faudrait une vidéo entière, mais en tout cas pour transmettre une boîte familiale, c'était super. Pour des boîtes avec 3 ou 4 enfants, je l'ai vu des dizaines de fois. Et pour cela, ils ont dit que la modification des recettes fiscales serait très conséquente, et non juste une légère baisse d'avantages fiscaux. Donc on verra le résultat, mais ils ont clairement annoncé que ce sera fort. Et le 5e qui est le 150-0 BETER, pour faire simple, on vend une société, on reporte l'imposition si on a un projet professionnel ou un investissement qui valide des critères précis. Donc on vend notre boîte, on fait une plus-value de 2 millions d'euros, et on peut reporter l'imposition si on réutilise 60% du produit issu de la vente. C'est donc un mécanisme génial. Là on commence à toucher les classes aisées, mais pas non plus les ultra riches. Disons que c'est plus ceux qui sont entre 4 et 10 000 € par mois, donc des personnes qui sont bien, voire très bien, mais pas des ultra riches. Là encore, malheureusement, aucune nouvelle précise. On sait surtout qu'ils vont sortir des domaines d'activité de la liste d'éligibilité, mais ce n'est pas encore très clair. Et pour conclure ces mécanismes horribles, il semblerait que le gouvernement permettra d'avoir l'exonération sur la vente de sa résidence principale seulement après 5 ans de détention. Alors oui, je comprends que la limite d'années était obligée, car sinon, pour simplifier, c'était une activité pro déguisée, mais le 5 ans, c'est beaucoup trop. Je connais des artisans ou des cadres qui bougent tous les 3 ou tous les 4 ans. Il semblerait que cela ne concerne que les zones tendues, donc les grandes villes, mais nous ne sommes certains de rien. Et le seuil maximal d'imposition pour la transmission ne serait plus de 45%, pour la famille, mais bien de 49%. Maintenant, on va être très clair, et je m'y engage personnellement sur ma réputation. Sur tous ces éléments, aucun n'a encore été voté, mais je parie une boîte de chocolat qu'au moins la moitié vont passer, ce avant février 2025. En effet, peut-être que tout ne passera pas dès cette année, mais le gouvernement a fait ce plan en continuant d'espérer une croissance irréaliste. Donc si ça ne passe pas là, ça passera au PLF de 2025, donc dans pile un an. Je ferai aussi une vidéo dédiée sur l'attaque du LMNP par le gouvernement. Cela va faire 2 ans que l'on savait que ça allait arriver, voire plus, mais bon, forcément, ça fait mal. Maintenant, je te laisse écouter avec ma douce voix une petite liste exhaustive des pires arnaques du gouvernement en 2024, qui va tous vous atteindre. N'hésite pas à me dire si une série de vidéos sur ce thème-là te plairait, pour plus approfondir, élargir, autre que la gestion de patrimoine classique. Ça me ferait très plaisir et je compte sur toi pour avoir un retour. On peut dire qu'il veut s'attaquer à tous les mécanismes des travailleurs et gérants moyens, les petits boulangers ou opticiens ou bien artisans. Ces mécanismes-là ne sont pas utilisés par les boîtes du CAC 40 ou du SBF 120,
mais par les travailleurs qui gagnent à peine plus que le SMIC. Donc, factuellement, le gouvernement ment sur ses cibles. Leur cible de leur action fiscale pour augmenter les recettes de l'État. Si une phrase doit être retenue, c'est celle-ci. Au final, les classes moyennes seront les plus touchées. Sans parler du fait qu'en même temps, nous avons eu la polémique sur le Doliprane, l'URSSAF qui a discrètement augmenté de 2% il y a quelques mois, puis une baisse du remboursement généralisé par la Sécu, qui passe de mémoire de 70 à 60%, puis une augmentation des mutuelles de 15% pour tous les forfaits et niveaux de gamme compris, sans parler des taxes sur l'électricité qui touchent tout le monde, mais qui représentent une plus grande part dans les revenus les plus précaires. Je ferai une vidéo dédiée, mais en parlant de trucs absurdes, l'État va probablement augmenter la TICE, c'est une taxe sur l'électricité. Et ce qui est magique, c'est que l'on paye déjà de la TVA sur cette taxe. On paye donc une taxe sur un impôt. C'est juste fou quand on y pense. Donc le prix va baisser, mais les taxes vont augmenter. On nous avait promis de 15 à 20% de baisse au 1er février, et on risque plutôt d'être à 10% de baisse, soit la moitié de l'annonce. Sans donc être extrême gauche ou extrême droite, il faut sortir de ce clivage, et au moins admettre globalement les mensonges faciles à démontrer, comme cela. Quand on voit ce que je viens de citer, on se rend compte aisément des mensonges publics. Et je trouve d'ailleurs que les citoyens s'en emparent bien trop peu. Plan de rigueur absurde, et je vais même me permettre de trancher un débat bien trop fréquent, qui est les mécanismes pour payer bien moins d'impôts et de taxes sont que pour les riches. Alors c'est partiellement vrai, car la part de TVA est bien plus grande pour les faibles revenus que pour les très hauts en pourcentage de leurs dépenses, mais en réalité la différence majeure est surtout l'accès à l'information. Les personnes aisées auront plus d'experts comptables, de CGP, etc. Sauf que nous sommes à une époque où l'information peut être accessible. Après forcément en fonction du lieu de résidence, de l'emploi, les solutions peuvent être limitées, mais dans la grande majorité des cas, il y a des choses à faire pour peu d'essayer d'avoir ces informations-là. J'ai des clients qui gagnent moins que le SMIC et qui investissent même en ayant des enfants. Certes, les sommes sont plus faibles, mais il n'y a pas de revenu minimum pour optimiser. C'est un peu le but de cette chaîne, de relayer de l'information et de l'actualité. Mercredi, je te ferai une vidéo bonus de 5 minutes pour expliquer pourquoi ce trou sur YouTube depuis 2 mois au moins. Car j'ai certes eu un deuil familial, mais à mon retour, j'ai eu une tuile juridique grave, très grave même, et ça mérite une vidéo dédiée. Donc, tu sauras tout mercredi. J'espère que cette vidéo t'a plu vu que l'algo va me punir pour mon absence. Je te demande donc particulièrement de déposer un like si cette vidéo t'a plu et de t'abonner pour ne rien rater. Et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je le demande rarement, frontalement. Donc à très vite dans l'espace commentaire, je serai ravie de débattre avec toi, en politique ou autre, mais on reste courtois et on ne s'insulte pas entre nous s'il vous plaît. Les politiques de tous les partis sont des tocards. Mais même si nos avis divergent, il faut se montrer plus raisonnable et plus poli. Pas comme lui. Donc soyons mieux ensemble et créons une place sur internet où on parle de sujets sensibles en étant mieux que les rageux d'internet. Donc n'oublie jamais que la meilleure manière d'investir c'est ne jamais cesser d'apprendre. Et PS, vous m'avez tous beaucoup manqué, j'ai au moins 189 mails et ce que sur le compte de Valentina, ainsi qu'encore plus sur le mail du cabinet, mais je vous répondrai à tous très bientôt. Mon problème juridique m'a empêché de le faire, mais je vous dirai tout mercredi. À très vite!